Tu ne peux pas m'enfermer ici. J'ai tenu toutes les promesses que je t'avais faites. Alors tu es mal placé pour parler. Allez, Tu es fou. Fuir. On ne se séparera plus jamais. Ne t'inquiète pas. ne me regardez pas comme ça. Demain, la première chose que je ferai, c'est aller chercher les enfants. Arrête. Fidan, viens ici. Arrête. Samet, arrête ça. Dis-leur de descendre. Oncle Jeff Det nous attend en bas. Le directeur n'est pas encore arrivé. T'elle ramener mon fils chez elle? Je crois bien. Raison, tu as tout à fait raison. Mais au moins, on sait où sont tes frères et sœurs. Emo, je ne pense pas que la situation soit aussi grave que tu le crois. Ton frère et tes sœurs pour l'instant. On cherchera un boulot plus tard. Trouvez un. Je subviendrai à nos besoins. Bien sûr que tu le feras. Vous pensiez que l'explosion du domaine était le sommet absolu de l'horreur pour notre fratrie. Mais je vous garantis que la véritable onde de choc vient de se produire, dans l'ombre, et elle va littéralement désintégrer tout ce que nous pensions savoir sur ces 6 orphelins. Le sang qui les unit est une illusion totale, une machination si diabolique que l'enfant que l'on croyait le plus innocent se révèle être le centre d'une conspiration vieille de 20 ans. Le sacrifice de leurs parents n'était qu'un écran de fumée pour cacher une vérité insoutenable. Avant de vous révéler les détails de ce mensonge qui va briser la famille à tout jamais, j'ai besoin de savoir d'où vous me regardez aujourd'hui. Laissez le nom de votre ville ou de votre pays dans les commentaires juste en bas. Je passe mes nuits à lire et à répondre à chacun de vos messages, et c'est toujours fascinant de voir à quel point notre passion pour cette histoire traverse les frontières. Prenez une seconde pour me le dire. On continue tout de suite. Il faut qu'on parle de cette scène hallucinante dans la cellule de Yavuz, parce que c'est là que tout l'édifice s'effondre. Oubliez l'homme arrogant qui terrorisait le quartier. Il est recroquevillé dans une prison crasseuse, l'eau croupie suintant sur les murs de béton. La mystérieuse silhouette encapuchonnée qui s'est glissée jusqu'à ses barreaux ne lui a pas laissé une simple menace. Elle lui a glissé un poison psychologique sous la forme d'un papier froissé. En lisant ces mots dans la pénombre, Yavuz comprend que sa propre existence est une farce. Sa mère, la matriarche glaciale qu'il cherchait tant à impressionner, l'a manipulé depuis le début. L'enfant qu'il traquait avec une obsession maladive n'est pas le bon. Tout son héritage, tous les crimes qu'il a commis, reposent sur un gigantesque mensonge fabriqué par sa propre chair. Ce rire hystérique, presque animal, qui s'échappe de sa gorge, n'est pas de l'amusement. C'est le son d'un homme dont l'âme vient de se briser en 1000 morceaux. Il réalise qu'il n'a été qu'un pion pathétique sur un échiquier contrôlé par des fantômes. Loin de ce désespoir carcéral, le clan de Hashmet est en train de vivre sa propre agonie, et je dois avouer que c'est presque satisfaisant à regarder. La grande bourgeoisie s'effrite pitoyablement. Nella a enfin pris la fuite avec Mélisse, troquant les lustres en cristal pour les néons clignotants d'un modèle miteux en périphérie de la ville. Assise sur un lit défoncé, elle compte nerveusement les billets froissés qu'elle a volés dans le coffre familial, maudissant chaque seconde passée aux côtés de cet homme toxique. Hashmet, de son côté, hurle seul dans son manoir vidé de ses meubles terrifié par les enquêtes policières qui se rapprochent de ses affaires frauduleuses. Et au milieu de ce naufrage, Emra vend tout le monde au plus offrant, naviguant entre les créanciers et les flics pour sauver sa propre peau. L'empire de pacotille n'est plus qu'un tas de cendres fumantes. Mais la véritable tragédie se prépare dans le silence du nouveau refuge déniché par l'oncle Jeff Det. Les plus jeunes dorment enfin, blottis sous de couvertures chaudes, le visage de la petite Balim détendu pour la première fois depuis des semaines. Cependant, cette paix est une illusion terrifiante. Jeff Det observe la rue depuis la fenêtre, la mâchoire contractée, sentant l'odeur de la poudre qui arrive. Il voit Tchemo descendre les marches, et mon cœur se serre pour ce garçon. Tchemo n'est plus le grand frère protecteur au regard doux, il a le regard vide d'un soldat qui a vu l'enfer. Ses mains sont bandées, son corps est meurtri, mais c'est son âme qui est cicatrisée à jamais. Il a compris que la bonté ne les sauvera pas dans ce monde de prédateurs. C'est Azizé qui va déclencher la descente aux enfers. Son enlèvement l'a transformée en une guerrière froide et calculatrice. Elle révèle à Jeff Det et Tchemo un détail glaçant entendu lors de sa captivité. Yavuz et sa mère cherchaient frénétiquement un dossier bleu, caché dans le vieux coffre-fort mural de la villa abandonnée de Rifat. Ce dossier contient les véritables actes de naissance, la preuve absolue de leur lignée. Azizé refuse de vivre une seconde de plus dans l'ignorance. Elle veut ce dossier. Elle veut détruire les mensonges qui les empoisonnent. Jeff Det sait que c'est une mission suicidaire, mais face à la détermination implacable de ses 2 enfants brisés, il cède. Il leur confie une vieille voiture anonyme, des armes chargées et un avertissement lourd de sens. Le voyage vers la villa de leur enfance est une agonie silencieuse. Chaque kilomètre avalé dans la brume matinale réveille des souvenirs d'une douceur cruelle. Tchemo et Azizé revoient les sourires de Rifat et Bala, entendent les rires innocents de leur passé, juste avant de découvrir la carcasse pourrissante de leur ancienne maison.
La bâtisse ressemble à un cadavre écorché par le vent. Mais l'horreur frappe avant même qu'ils ne franchissent le seuil. Des traces de pneus creusent la boue fraîche de l'allée. Ils ne sont pas seuls. Quelqu'un est déjà à l'intérieur, fouillant dans les entrailles de leur passé. Chemo s'infiltre par une fenêtre brisée, le pistolet tremblant légèrement dans sa main. L'odeur rance de la moisissure est couverte par les effluves d'un tabac froid très récent. Le parquet gémit sous ses pas. Au fond du couloir, dans l'ancien bureau de leur père, un faisceau de lampes torches danse sur les murs. On entend le grincement métallique d'un pied de biche qui éventre le coffre-fort. Azizé, refusant de laisser son frère affronter le danger seul, se faufile à son tour, guidée par une adrénaline aveugle. Elle voit l'intrus sur le point de s'emparer du dossier bleu et s'élance pour l'arrêter. C'est l'erreur fatale. Le piège se referme avec une violence inouïe. 2 hommes armés sortent de l'ombre, bloquant tout issue. Mais c'est le visage de l'homme au pied de biche qui fige le sang de Chemo et Azizé. Je vous jure que cette révélation m'a laissé sans voix. Cet homme était censé avoir brûlé vif dans la voiture piégée il y a 20 ans. C'est un fantôme, une aberration vivante qui leur sourit avec des dents jaunies par la haine. Il tient le dossier bleu tant convoité et leur lâche la vérité la plus destructrice de toute la série. La mort de Rifat et Bala, leur fuite, la misère des enfants, tout cela n'a jamais été pour protéger les 6 frères et sœurs. C'était une mise en scène macabre pour protéger un seul enfant. Un seul, celui dont le sang a pu relier les 2 clans ennemis. Et cet enfant maudit vit sous leur toit depuis toujours. La rage s'empare de Chemo, qui lève son arme, mais la violence le rattrape instantanément. La crosse d'un fusil s'écrase contre son crâne, et il s'effondre dans un fracas de vieux livres poussiéreux, le sang inondant son visage. Le cri d'Azizé déchire le silence de mort de la villa. Elle se jette sur le corps de son frère, persuadée qu'elle vient de le perdre. Le fantôme s'approche, la saisit par le menton avec une cruauté indicible, savourant son triomphe. Tout semble définitivement perdu. Puis, le tonnerre gronde. L'oncle Jeftet apparaît dans l'encadrement de la fenêtre explosée comme l'ange de la mort en personne. Suivant son instinct de survie aiguisé par 2 années de guerre, il n'avait pas pu les laisser partir seuls. Son fusil à pompe crache un déluge de feu, pulvérisant le bois et forçant les assaillants à ramper dans la poussière. Le fantôme recule, crachant des insultes, mais il garde le dossier bleu serré contre lui et s'évapore par l'arrière de la maison. Jeftet ne cherche pas à le poursuivre. Il attrape Azizé, traîne le corps inerte de Chemo à travers les débris et les propulse à l'arrière de la voiture. Il s'arrache de ce cauchemar dans un hurlement de pneus, les balles ennemies perforant la tôle alors qu'ils disparaissent dans la forêt brumeuse. Le retour au refuge est d'une tristesse absolue. Le silence de la nuit est seulement rompu par la respiration difficile de Chemo, allongé avec un grave traumatisme crânien, pendant que Jeftet s'enferme pour activer ses réseaux obscurs, afin d'identifier ce mort-vivant. Ils ont survécu, mais ils ont tout perdu. L'ennemi possède le dossier et le pouvoir de détruire leur famille, en révélant qui est l'imposteur parmi eux. Mais le destin a une façon effroyable de jouer avec leurs nerfs. Assise sur le sol usé, Azizé caresse la veste ensanglantée de son frère. Ses doigts frôlent un morceau de papier coincé dans la doublure de la poche. Dans la lutte acharnée au bureau, un fragment du dossier bleu a été arraché. Elle le déplie lentement sous la flamme vacillante d'une bougie. C'est l'écriture de sa propre mère. Une phrase inachevée, mais un nom parfaitement lisible. Le nom de l'enfant maudit. Le visage d'Azizé se décompose, ses yeux écarquillent face à une vérité si atroce qu'elle va anéantir le serment qui les a maintenus en vie. Si vous voulez être les premiers à découvrir l'identité de cet enfant qui va faire exploser la famille de l'intérieur et comprendre pourquoi ce fantôme est revenu pour réclamer son dû, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous et activez la cloche immédiatement pour ne pas rater le prochain tournant de cette série qui nous rend complètement fous. La flamme vacillante de la bougie projette des ombres monstrueuses sur les murs écaillés de la chambre, mais aucune de ces ombres n'est aussi terrifiante que la vérité qui vient d'éclater sous les yeux d'Azizé. Le silence de la nuit est absolu, seulement troublé par la respiration sifflante et douloureuse de Chemo qui gît sur le matelas de fortune, luttant contre les affres de son traumatisme crânien. Assise à même le sol, les genoux ramenés contre sa poitrine, Azizé fixe ce petit morceau de papier froissé avec une intensité qui frôle la démence. L'écriture est indéniablement celle de sa mère, Bala. Les courbes des lettres, l'encre légèrement passée, tout ramène la jeune fille à cette époque insouciante où cette même main lui apprenait à dessiner dans la poussière de leur ancienne cour. Mais les mots inscrits sur ce fragment arraché au dossier bleu ne racontent pas une histoire d'amour ou de protection. Ils révèlent le nom de l'enfant maudit, celui dont le sang n'a absolument rien à voir avec le reste de la fratrie. Je vous laisse imaginer le choc psychologique incommensurable qui traverse l'esprit d'Azizé à cet instant précis. Toute son existence, chaque sacrifice, chaque coup reçu pour protéger ses frères et sœurs, tout reposait sur la certitude inébranlable qu'ils partageaient la même chair et le même sang. Apprendre que l'un d'entre eux est la pièce maîtresse d'une machination ennemie, un intrus biologique placé au cœur de leur famille pour sceller un pacte inavouable, c'est comme si on lui arrachait le cœur à vif. Elle porte sa main tremblante à sa bouche pour étouffer un sanglot qui menace de réveiller Chemo. Si elle prononce ce nom, si elle laisse cette vérité franchir ses lèvres, le serment sacré qui les a maintenus en vie volera en éclats. La devise de leur survie perdrait tout son sens. Elle réalise avec une lucidité glaciale que la véritable prison n'était pas le domaine de Yavuz, mais ce mensonge dans lequel ils ont tous grandi. Le jour se lève sur Istanbul avec une lenteur accablante, baignant la ville d'une lumière grise et froide qui s'insinue par les fissures des volets du refuge. L'oncle Jeftet n'a pas fermé l'œil de la nuit.
Dans son atelier, entouré d'outils rouillés et de plans griffonnés, il fume cigarette sur cigarette, l'esprit consumé par l'identité de ce fantôme revenu des cendres. Je suis fascinée par la dualité de cet homme. Sous ses airs de vieux protecteur bourru, se cache un tacticien impitoyable qui connaît les moindres recoins de la pègre locale. En contactant ses anciens informateurs, ceux qui opèrent dans les bas-fonds et les arrière-salles enfumées des tripots clandestins, il commence à assembler les pièces d'un puzzle macabre. Le fantôme n'a pas seulement survécu à l'explosion de la voiture il y a 20 ans, il l'a orchestré. Il a manipulé Rifat, il a manipulé la mère de Yavuz, et il a attendu patiemment dans l'ombre que les clans s'affaiblissent, que Yavuz s'autodétruise par sa propre arrogance, pour revenir réclamer ce dossier bleu. Jevdet comprend que ce document n'est pas seulement un acte de naissance, c'est un titre de propriété sur un empire financier et territorial colossal, et l'enfant dont de bon figure sur ce papier en est l'unique héritier légal. Le fantôme n'a que faire de la vengeance émotionnelle, il est motivé par une cupidité d'une noirceur absolue. En réalisant l'ampleur de la menace, Jevdet sait qu'il ne peut plus se contenter de défendre les enfants. Il va devoir passer à l'offensive et abattre ce monstre avant qu'il ne diffuse son venin. Dans la pièce principale du refuge, l'atmosphère est devenue suffocante, chargée d'une tension électrique que même les plus jeunes ressentent. Chemo émerge lentement des limbes de l'inconscience, le crâne enserré dans un étau de douleur fulgurante. Ses premiers mots, murmurés d'une voix rauque et pâteuse, ne sont pas pour demander de l'aide ou de l'eau, mais pour s'enquérir du dossier bleu. Il veut savoir s'ils ont réussi à arracher quelque chose à ce cauchemar. C'est à cet instant précis que se joue l'une des scènes les plus déchirantes de toute l'histoire. Azizé, qui a dissimulé le fragment de papier dans la doublure intime de ses vêtements, croise le regard de son frère. Pour la toute première fois depuis la disparition de leurs parents, elle va devoir lui mentir en le regardant droit dans les yeux.